Bonjour à chacun, je vous présente une vidéo qui concerne la pile électrochimique. Elle s'adresse à un auditoire de terminale spécialité. Je vais revoir un exemple complet mais très bref. Je prends le cas le plus courant, l'exemple canonique, à savoir la pile Daniel. Alors il s'agit d'une pile, vous avez une photo d'expérience d'ETP, pourquoi pas. Alors, on a mis une pile électrochimique et simplement un voltmètre à ses bornes. Alors, le voltmètre ici va indiquer une tension aux bornes de la pile. Alors, ici, 1,4, ça peut être légèrement moins quand même si on met un conducteur omis dans le circuit de courant. Bon, en tout cas, ici, c'est 1,4. Vous observez plusieurs parties. Alors, on a deux compartiments, en l'occurrence ici deux béchers, qui contiennent respectivement, alors pour celui de gauche, pour la pile Daniel, on va avoir notamment des ions zinc, Zn2+, accompagnés par les spectateurs sulfates. Dans l'autre compartiment, vous observez la couleur cyan typique qui met en évidence les ions cuivre Cu2+. Pour relier les deux compartiments, on utilise un pont salin. Typiquement, on peut avoir par exemple du nitrate d'ammonium, du chlorure de potassium. Cela dépend un petit peu du contexte. Tout cela est gélifié par de l'agar-agar. Voilà. Et vous relevez également des plaques. Ici, vous avez la plaque de zinc et dans l'autre compartiment, la plaque de cuivre. Alors, tout ça est relié électriquement au voltmètre, ici. Bien sûr, toujours en parallèle. Et on pourrait adjoindre, ce qu'on fait également beaucoup en TP, un circuit série avec un conducteur ohmique, une bascule. Et vous avez donc votre pile Daniel, le cas classique. On l'appelle également la pile cuivre-zinc. Voilà pour le titre. Alors, on la retrouve également sous d'autres formes. Alors, vous l'avez ici, même chose sur une photo de TP, où cela peut prendre cette forme-là. Vous relevez quand même toujours la présence des électrodes, donc l'électrode de zinc ici. Et à l'intérieur d'un vase poreux, on peut vous présenter aussi l'électrode de cuivre. Le vase poreux jouant le même rôle que le pont salin, à savoir, il permet l'échange d'ions qui sont les porteurs de charge dans les solutions. Et là, vous avez une tension qui est plutôt typique pour la pile Daniel, autour de 1,1 volts. Donc c'est assez classique. Cette valeur-là, vous l'avez également retrouvée lorsque nous avons fait un TP sur les piles électrochimiques. Alors voici le schéma complet. On va essayer de parler de cela et sûrement de le compléter. Alors ce qui m'intéresse ici dans cette brève vidéo, c'est d'établir les équations de réaction, l'équation de fonctionnement de la pile. Alors vous relevez ici le pont salin, les deux compartiments. Il faut savoir reproduire ce montage complètement par cœur. Le sulfate de zinc, alors attention, en solution, donc dans ce compartiment, on a les ions Zn2+, et SO4-, c'est une solution unique sulfate de zinc. Dans l'autre compartiment, une solution de sulfate de cuivre, Cu2+, le cuivre 2. Et un pont salin, alors tel qu'il est présenté ici, c'est du K+, Cl-, mais on peut tout à fait avoir, j'écris au-dessus, du nitrate d'ammonium, donc NH4+, plus NO3-. NO3- sont les ions nitrate, NH4+, les ions ammonium. Donc vous avez ici un soluté relativement simple à étudier. Alors, dans le fonctionnement, dans les exercices, il doit toujours y avoir un indice pour vous qui va vous indiquer la polarité de la pile. Parce qu'a priori, ici on fait le cuivre-zinc, ça peut être tout à fait un autre type de pile, cuivre-fer, etc. Il faut que vous ayez un indice qui vous donne une piste concernant les polarités, plus, moins, anode, cathode. Donc là, par exemple, on pourrait vous dire, après expérience, on remarque un dépôt ici rouge sur l'électrode de cuivre, c'est typiquement le cas. Il ne se voit pas forcément à l'œil nu au début, mais par pesée, par différents de pesée début-fin, vous allez observer une augmentation de la masse au niveau de l'électrode de cuivre. Donc ça va signifier qu'il se forme du cuivre au cours de l'expérience. Alors connaissant cela, on est capable ensuite d'établir les demi-équations redox et l'équation de fonctionnement. Donc on va faire ça tout de suite. Page suivante. Alors, au niveau des demi-équations, si on vous dit que d'une façon ou d'une autre, vous avez du cuivre qui est formé, donc ça vous oriente déjà les demi-équations. Donc le plus important pour ne pas vous tromper, c'est d'établir les demi-équations. Donc formation de cuivre, métal. Donc la demi-équation correspondant à cet électron ne peut être que dans ce sens-là.
Alors Cu2+ est un oxydant, hein. Dans le couple, vous avez Cu2+ Cu. Il faut essayer de reproduire ça par réflexion, sans avoir appris par cœur un sens ou un cours quelconque. Tout va être dans le contexte. Alors ici, on observe que l'oxydant capte les électrons. Il est donc réactif, ça ne peut être qu'une réduction. Et vous voyez que visuellement, ici, vous avez du monde. À droite, il n'est plus que tout seul. C'est un moyen mnémotechnique, mais visuellement, ici, vous avez une réduction. Donc cette demi-équation est une réduction. Et effectivement, vous voyez qu'on a un oxydant qui réduit et il capte les électrons. Alors le moyen mnémotechnique le plus connu, c'est qu'un réducteur rend les électrons. Or effectivement, Cu est réducteur ici, il n'est pas du tout accompagné d'électrons. Donc fatalement, dans la seconde demi-équation correspondant au zinc, il faut présenter une oxydation. Donc on va avoir Zn qui donne Zn2+, plus 2 électrons. Là, c'est une oxydation. Vous voyez que le zinc est un réducteur, il subit une oxydation. Donc là, réduction, ici, oxydation. Voilà. Le couple correspondant, c'est Zn2 plus Zn. On vous a expliqué que la plupart du temps, les métaux sont des réducteurs. Donc si vous avez encore un énième doute, c'est encore un moyen de vérifier. Et enfin, dernière chose, à chaque demi-équation correspond une électrode. Donc là, la demi-équation numéro 1, si vous voulez, correspond à l'électrode de cuivre. La demi-équation numéro 2 correspond à l'électrode de zinc. Et lorsqu'on observe, par exemple, une oxydation, ici, vous voyez que le mot commence par une voyelle, donc c'est l'anode. Voilà, c'est un moyen de ne pas se tromper. Donc fatalement, la réduction qui commence par une consonne et donc la cathode. Donc finalement, l'électrode de cuivre, c'est la cathode, l'électrode de zinc, c'est l'anode. Et dernièrement, pour connaître la polarité, on retient le N de négatif. Donc à l'électrode de zinc, vous avez donc la borne négative de la pile. Et à l'électrode de cuivre, vous avez la borne positive. Ce qu'on appelle l'équation de fonctionnement, simplement l'équation bilan. Hein. Donc Cu2+ plus Zn. Alors Zn étant l'électrode, hein, Cu2+ dans le bassin, donc en solution aqueuse, va donner Cu. Donc là, vous retrouvez l'hypothèse de départ. Il se forme du cuivre pendant le fonctionnement de la pile. Donc la masse de l'électrode de cuivre va augmenter. Plus ici Zn2+. Voilà pour l'équation de fonctionnement. Alors, une fois que vous avez établi ceci, vous pouvez tout faire concernant le schéma. Donc, si vous voulez, je vous en fais un petit ici qui reproduit à main levée, on va rapidement, la pile. Donc là, par exemple, vous avez l'électrode de zinc, peu importe, à droite ou à gauche. Hein. L'essentiel, c'est de ne pas se tromper sur les polarités. Alors, on voit que Cu est positive, c'est la cathode, Zn négative, c'est l'anode. Si vous reliez les deux électrodes, vous ne pouvez faire qu'un voltmètre ici, qui va vous donner la tension de fonctionnement à vide, donc pardon, 1,1 volts. Et si vous voulez adjoindre un circuit série, vous pouvez mettre, alors en mettant une bascule hein, expérimentalement pour l'établissement du courant, que la pile ne soit pas en train de débiter en permanence. Et on adjoint souvent en série 1 ampère-mètre, une résistance, et bien sûr, il faut fermer le circuit ici. Voilà. Alors, il faut tout positionner, les solutions aqueuses. N'oubliez pas le pont salin. Sans le pont salin, il n'y a pas échange ionique, donc la pile ne débitera pas de courant. D'accord? Donc, dans le gel agar. Ici, du sulfate de zinc, Zn2+. Alors, on avait un schéma dans la page précédente, il faut savoir le retrouver par vous-même, comme je fais ici, donc c'est très simple. Il est évident que si nous n'avons pas les mêmes composés, eh bien, ça ne change pas le principe. Donc, si par exemple, à la place des ions cuivre, on met de l'aluminium, de toute façon, vous appliquez la même méthodologie, ça va fonctionner. Il faut faire le sens du courant. Alors, le courant va sortir par le plus, comme toute pile qui... Voilà, habituellement, ça sort par la borne plus, ça rentre par la borne moins, pour le courant continu ici. Et également, si on vous demande le sens de parcours des porteurs de charge, alors dans le circuit électrique, les porteurs de charge, ce sont les électrons. Donc faites attention, vous le savez depuis le collège, il va être véhiculé, alors c'est vraiment très schématique, hein, c'est pas si simple que cela, mais dès que vous fermez la bascule, il y a la circulation électronique.
et les électrons parcourent le circuit en sens inverse du sens conventionnel. Il faut quand même vérifier qu'il soit cohérent avec votre demi-équation. Et si vous regardez la demi-équation ici correspondant à l'oxydation, on voit qu'à l'électrode de zinc, il y a formation d'électrons. Donc effectivement, à l'électrode de zinc, ici, on voit qu'il y a formation d'électrons puisqu'ils sortent de cette électrode-là. Donc vous voyez, c'est cohérent. Et tandis qu'à l'électrode de cuivre, ici, on doit avoir une arrivée d'électrons en tant que réactif. Et effectivement, on voit qu'à l'électrode de cuivre, les ions cuivre réagissent donc formellement, attention, avec les électrons arrivant. Donc tout ça est assez cohérent. De même, on vous demande de placer le centre de parcours des ions dans le pont salin. Alors, vous remarquez, par exemple, si je regarde ici à la cathode, on voit qu'il y a consommation des ions cuivre, c'est-à-dire que les ions cuivre sont des réactifs, ils vont être consommés. Leur quantité dans le bassin va diminuer. Alors, pour compenser cela, il faut donc un mouvement ici de cation dans le pont salin. Donc, par exemple, si vous avez du nitrate d'ammonium, ce sont les ions ammonium, NH4+, qui vont migrer ici pour compenser la perte de charge positive. Dans le même temps, vous remarquez que dans l'autre bassin, le bassin de gauche, on a formation d'ions zinc, donc augmentation de cation. Donc pour compenser cette augmentation-là, ici, on va avoir une migration d'ions négatifs, d'anions, en l'occurrence, par exemple, les Ne3-. On a le même principe, si vous avez un pont salin au KCl, on aura les Cl- qui vont à gauche et les K+, qui vont migrer à droite. Donc le pont salin correspond à un mouvement ionique qui permet en quelque sorte de fermer le circuit et donc qui est un fonctionnement de pile. Voilà un petit peu tout ce qu'il faut savoir. Je vais quand même rajouter une petite application numérique concernant cette pile. En réécrivant notamment l'équation ou une demi-équation bilan, on va regarder un petit peu. J'ai posé une question supplémentaire en page suivante. Alors, si on regarde l'équation bilan rapidement, on avait Ci2 plus Zn qui donne Cu plus Zn2+. Une question qui pourrait être posée, c'est quelle est la capacité de cette pile? Capacité, c'est un Q majuscule ici, quand elle est en fonctionnement. Et d'après votre cours, ici, alors c'est homogène à une charge, ici, la capacité de la pile. Normalement, c'est égal à la quantité de matière d'électrons échangés, donc c'est en mol, fois ce que l'on appelle le Faraday, la constante de Faraday, qui correspond à une charge molaire. Alors, on vous explique dans le cours qu'un Faraday, comme ça, correspond finalement à la multiplication de la constante d'Avogadro fois la charge élémentaire petit e. Alors, si on vous la demande, dans ce cas particulier de la pile, si par exemple dans le bassin, on vous indique un volume et une concentration, vous êtes capable de trouver un nombre de moles de Ci2+, en faisant C fois V. Alors par exemple, ici, je pourrais vous présenter en disant, voilà, on trouve 2,10 - moles d'ion Ci2+, à l'état initial, par exemple. Alors l'originalité ici, c'est que le zinc étant l'électrode, elle est finalement en excès. Donc si vous deviez positionner un petit tableau d'avancement, on voit que le réactif limitant, en tout cas ici, cela va être les ions Ci2+. On imagine bien que l'électrode de zinc ne va pas être limitante ici, il va en rester à la fin de la réaction. Et on voit également qu'il peut se former au maximum, à ce moment-là, 2,10 - moles d'ion Zn2+ à l'arrivée. Sauf que quand vous voulez chercher la capacité de la pile ici, on s'intéresse plutôt au nombre de moles d'électrons. Donc l'astuce, on fera un exemple en cours avant l'interrogation, je vous rassure. Il s'agit ici d'écrire alors une demi-équation. Alors voici ce que je propose, celle des ions cuivre, parce qu'on connaît leur quantité de matière initiale. Et si vous vous rappelez la demi-équation, c'est plus 2 électrons donne Cu. Et si on fait un petit tableau d'avancement, on peut écrire ça comme ça. Nombre de moles d'électrons échangés, qui est en mouvement constant. Ici, la quantité de Cu2+. Et lorsque vous arrivez en fin de réaction, alors c'est particulier pour la pile, parce qu'en fait, la fin de réaction, c'est quand on va couper le courant, ou plutôt quand on va ouvrir la bascule. Mais cela ne vous empêche pas d'écrire un pseudo-tableau d'avancement, comme ça. Voilà, pour le membre de gauche en tout cas. Et on voit que l'état final, pour nous, c'est finalement lorsqu'on va couper le courant, lorsqu'on va ouvrir la bascule, on va atteindre ces deux cases-là.
Et Xmax est évidemment égal à 2,10-2 ici, hein, le 2,10-2 mol initial de Cu2+. Donc la valeur de Xmax est toute trouvée. Donc c'est vraiment à l'ouverture du circuit quand il n'y a plus de courant. Donc Xmax c'est 2,10-2 mol. Et là, vous remarquez qu'il est alors extrêmement aisé de trouver aussi la quantité d'électrons, parce qu'en fait, cette case vaut 0 quand le courant est coupé. Il n'y a plus de mouvement électronique, donc c'est un peu comme si les électrons étaient aussi limitants. Et on voit que la quantité de matière d'électrons échangés lors de ce passage de courant, c'est simplement 2x max. Alors, si on veut trouver la capacité de la pile, on va écrire 2x max fois le Faraday. Et après, on peut mener à bien le calcul. Alors, je peux le faire en même temps que vous. Hein. Imaginons que vous ayez votre calculatrice. Donc, 2 fois 2,010-2. Alors, le Faraday, il peut se trouver. Soit on fait la constante d'Avogadro fois la charge élémentaire. Ici, si on ne vous donne pas le Faraday. Si on vous le donne, vous l'appliquez. Alors, souvent, il s'écrit 96 500 coulombs par mol. Hein. C'est la charge molaire par mol d'électrons. Et si vous faites l'application numérique, je la fais en même temps que vous. Donc 2 fois 2, 4, hein, donc 4, 10, moins 2, que l'on va multiplier le Faraday, 96 500 coulombs. Alors moi, je trouve 38,60. Voilà, n'oubliez pas, la charge à une unité. Et là, c'est la capacité de votre pile maximale, en tout cas pendant cette durée de fonctionnement. Et on trouve la charge en coulombs. Et l'autre formule qui est équivalente, elle correspond au courant débité fois la durée de fonctionnement. Donc c'est pareil, on peut vous demander ensuite, on a un courant de 500 mA, hein, c'est beaucoup, hein, mais à ce moment-là, on peut vous dire, déterminer la durée de fonctionnement de cette pile jusqu'à l'usure, des choses comme ça. Donc quand vous connaissez la charge, il est facile d'isoler le ΔT, qui est la durée de fonctionnement de votre pile. Voilà, je ne fais pas plus long, ça l'est déjà assez. Ce qui est présenté dans cette vidéo est vraiment l'essentiel à savoir absolument. N'apprenez pas bêtement par cœur. Sachez simplement appliquer la méthode à tout type de pile. Voilà, bon courage et à bientôt.